d'observer la Constitution. Огромное спасибо. Je prends juste des nouvelles. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes bien? Et pour me tranquilliser, ils me disent oui, oui, ne t'inquiète pas, ça va. C'est un mauvais moment à passer, c'est un mauvais moment à passer, mais en fait, ça fait maintenant plus de 5 ans que le mauvais moment est là et que ça dure, quoi. Juste en me levant aujourd'hui, j'ai jeté un coup d'œil à la télé. Et je m'aperçois qu'il y a eu 20 personnes de tuées encore dimanche. On découvre un charnier d'une trentaine de personnes dans un puits. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et c'est ça qui me désole le plus, c'est que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-bas, en fait. J'arrive pas à comprendre. Cet homme, perdu dans la foule de la gare de Midi, n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres. Algérien, vétérinaire, il a exercé son métier pendant 13 ans dans son pays. Aujourd'hui, il est en Belgique et il va tous les jours à l'université de Liège pour refaire 3 années d'études. Son diplôme algérien, en effet, n'est pas reconnu ici. Il est marié à une Belge et il a 2 enfants, 2 garçons de 7 et 8 ans. Une petite famille apparemment banale, apparemment heureuse. Pourtant, l'histoire de cette famille a basculé il y a 5 ans. Abdelrahim Laoufi n'était pourtant militant d'aucune cause. Cela ne l'a pas empêché un jour de décider de tout quitter pour venir en Belgique. La vie en Algérie était devenue impossible pour sa famille. Ça va bien, Annie? Ça va. La santé? Oh, ça va très bien maintenant. Enlève ta serviette. Voilà, tes doigts. Dites-moi vos enfants, c'est très important pour vous, j'imagine. C'est le centre de ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est un peu pour eux. J'ai eu tellement peur à un moment donné de ma vie. J'étais tellement stressé à l'idée de sortir et de revenir et de ne trouver quelque chose chez moi que j'ai préféré tout abandonner pour eux. En fait, c'est le centre de ma vie. C'est pour eux que vous êtes parti, finalement. En fait, c'est pour eux. Parce que personnellement, je n'ai pas été menacé directement. J'avais des amis qui étaient aussi bien d'un côté, donc qui étaient islamistes, et je connaissais des gens qui étaient dans l'État. Les gendarmes étaient mes amis. Les islamistes, c'était leur façon, leur point de vue, mais ils ne m'ont jamais touché ni de près ni de loin. Donc j'avais ma vie. Ma vie se limitait à mon travail et à ma famille. Mais je vivais plus pour ma famille, en fait. Et à un moment donné, j'ai eu tellement peur. Parce que le côté sécuritaire a été tellement... Les événements ont pris tellement d'importance, en fait, que le côté sécuritaire, on ne savait plus à qui on avait affaire. Si c'était l'État, si c'était les islamistes, si c'était des truands, on ne savait plus à qui on avait affaire. Et il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait un événement. Donc, donnez quelques exemples. C'était un petit village où vous étiez. Un petit village, tout proche de la côte, à 5 km de la côte. En Kabylie. En Kabylie, qui était... c'est une région très verdoyante, très accueillante. Les gens sont très accueillants. À vocation surtout d'élevage bovin. Et puis, je me plaisais beaucoup. Je me plaisais beaucoup dans cette région. C'est, je crois, la plus belle région que j'ai pu connaître dans mon pays. Et puis, les gens étaient tellement accueillants, en fait, que tout de suite, je me suis intégré dans la vie de la communauté. Et à un moment donné,
tout a basculé. Tout a basculé, cela veut dire, même dans cette campagne paisible, la violence et la terreur aveugle. Frustrés de leur victoire électorale en 92, les islamistes sont passés à l'action, mais aujourd'hui, plus personne ne s'y retrouve. On a retrouvé des jeunes du contingent, donc des jeunes qui faisaient leur service militaire égorgés, jetés, tout proche du village. Un jour, je me lève le matin, je vais à l'abattoir, je trouve 2 jeunes filles égorgées. Je vais un autre jour faire de l'essence. Le pompiste qui tremblait, il me disait, écoute, je ne peux pas te remplir l'essence, va-t'en, il y a des cadavres dans le fossé. Vous connaissez des gens qui pendant 7 ans vous paraissent normaux, c'est de simples paysans, et puis du jour au lendemain, vous apprenez qu'on les a abattus. Pourquoi ? Personne ne le sait. En fait, les voyous ont trouvé leur compte, les voleurs trouvé leur compte, je dirais les intégristes ont trouvé leur compte, tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Et trouve toujours son compte. Et trouve toujours son compte, le seul qui paye, c'est le peuple. Est-ce que tu te souviens de quelque chose ? Oui, quand on était dehors, on jouait avec Diana, alors à un certain moment, on a entendu des coups de feu et on voyait comme ça des éclairs dans les montagnes. Douf, douf, douf. C'était dégoûtant. Et alors on pleurait, et papa était parti dans les montagnes, alors on pleurait, on se disait, maman, il est où, papa, il est où, papa? Alors il est revenu le soir et on a dit, ouf, parce qu'il croyait qu'il allait être tué par un terroriste. Oui, au niveau sécuritaire, c'était toujours ce problème-là. On a tenu le coup jusqu'en 94. Et pour les enfants qui étaient habitués à aller jouer dehors, puisque là-bas, la vie est principalement... les jeux des enfants se passent dehors, et même la vie de l'homme, en fait, c'est dehors. Et c'était plus possible pour eux. Donc les 2 derniers mois, nous les avons vécus à la maison, volets fermés, sans faire de bruit, sans radio, sans écouter les infos à la limite, parce qu'on aurait pu dire « Ah, elle s'intéresse à quoi ?» Et même pour mon mari qui allait lui faire des soins dans la montagne, c'était une angoisse permanente. Est-ce qu'il allait rentrer? Est-ce qu'il n'allait pas rentrer? Et j'étais tout le temps stressé. Et un soir, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Il était 22 h, il faisait nuit noire et c'était le couvre-feu. Ça toquait, ça toquait, ça toquait. J'ai entrouvert juste un petit peu la fenêtre et j'ai dit oui. Il me dit j'ai une vache malade. J'ai dit d'accord. Parce que j'avais l'autorisation des gendarmes à partir du moment où c'était juste dans le village, je pouvais à la limite me déplacer. Du fait que le cheptel coûte cher et que perdre une vache pour un éleveur, et comme c'est des petits éleveurs, c'était quand même catastrophique pour eux. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je viens avec toi, mais montre-toi. Et j'avais beau insister, la personne ne s'est pas montrée. Et donc là, vous êtes dit... Ah là, là j'étais certain, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois des petits trucs. Vous ne saviez plus tenir. Moralement, c'était intenable. Vous assistiez à des exécutions devant vous, donc vous n'êtes pas partie prenante, mais vous assistiez quand même à des assassinats devant vous. Et vous ne savez jamais qui tue qui? Qui tue qui? C'était du n'importe qui. C'était vraiment du n'importe quoi. Vous connaissiez les gens qu'on tuait et qui tuait? Mais ça c'est clair. Ils se connaissaient entre eux. Il y avait des étrangers qui venaient, qui ne savaient pas, on ne savait pas qui c'était. Tout le monde disait n'importe quoi. Donc ça avait pris, c'était vraiment de la psychose. À un moment donné, c'était de la psychose. La psychose, en effet, est partout, entretenue aussi par des forces de l'ordre dont le rôle n'est pas toujours très clair. Actuellement, en Algérie, l'essentiel des forces de police est organisé en commando antiterroriste. Mohamed, appelons-le comme cela, était de ceux-là. Il a choisi lui aussi de quitter son pays. Il y a des islamistes et des policiers qui habitent le même quartier, la même rue. C'est pour cette raison qu'on travaille le visage caché. Des fois, on effectue des opérations dans notre rue
dans notre bâtiment où on habite, même des fois. Par exemple, une fois on a effectué une opération d'assaut contre un refuge de terroristes. Donc quand on fait ça, on ne sait pas le nombre de personnes qui sont dans l'appartement ou dans la maison. On fait ça par hasard. C'est pour cette raison qu'on a créé les groupes commando. On ne sait pas s'ils sont 2 ou ils sont 12. Bon, parmi ces morts, des fois, une fois j'ai reconnu 2 qui me disaient bonjour, et je connais bien les gens qui ont étudié avec moi dans... Ça doit faire une drôle d'impression. Oui. Et eux, ils savaient que j'étais policier, mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient des terroristes. Mohamed s'était engagé dans la police à 18 ans et demi par idéal, pour servir. Il s'est retrouvé pris dans un jeu sanglant qui l'a fait fuir. Aujourd'hui, sa demande d'asile politique a été refusée par la Belgique. Il a introduit un recours devant le Conseil d'État. En attendant, il est clandestin et il n'est pas question pour lui de revoir l'Algérie. Même si tu es un élément qui travaille avec l'État, vous n'êtes pas protégé. Exemple d'ailleurs, vous avez eu... Ouais, exemple, j'ai subi 2 tentatives d'assassinat. Et ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait. J'ai dû me débrouiller tout seul. Mohamed a préparé sa fuite pendant 1 an. Et même s'il garde quelques souvenirs de sa vie passée, pour lui, c'est vraiment du passé. L'avenir, il n'ose pas trop l'évoquer, le passé non plus d'ailleurs. Il n'est pas sûr, dans sa brève carrière de policier, de n'avoir combattu que des terroristes islamiques. On comprend pas, on comprend rien. Je doute, on a tous des doutes que d'autres services de sécurité attaquent d'autres services de sécurité qui travaillent tous les deux pour le même gouvernement qui est le gouvernement algérien. Qu'est-ce qui se passerait si vous disiez « je démissionne, j'en ai marre de vos méthodes, je ne veux plus faire ce métier » Tu obtiens pas la démission, le licenciement, et tu as tous les soupçons qui sont sur toi. Par exemple, il y a des policiers qui se sont, je m'excuse pour le thème, ils se sont tirés comme ça, avec leur arme, avec leur plaque, avec tout ce qui a de dotation. Ils ont maintenant une étiquette comme quoi ce sont des terroristes. Hein. Donc ils sont menacés des 2 côtés. Hein. Il est de côté. Pour la famille Laoufi, les choses sont évidemment très différentes. Madame Laoufi est belge, son mari n'a donc pas de problème d'asile, politique ou autre. Malgré tout, la vie n'est pas facile, financièrement notamment. En attendant que son mari puisse reprendre son métier de vétérinaire et pour arrondir des fins de mois assurées par ailleurs par le CPAS, Madame Laoufi travaille comme auxiliaire d'éducation dans une école maternelle de Bruxelles. Le nez. Très bien. Et là, c'est la bouche. Elle est là, ta petite bouche. Là, la bouche. Tu vois, c'est tout ça, la bouche. Et là, le nez. Si tu peux enlever ta main, tu sais. Enlève ta main. Mais ce travail n'est fait que d'intérim et surtout, il est clair que dans sa tête, Madame Laoufi est restée en Algérie. Vous avez eu des menaces précises, je ne sais pas, par téléphone ou par écrit? Non, pas de menaces précises, mais mon mari a eu beaucoup de questions, on lui a posé énormément de questions. Tiens, ta femme est toujours là, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu devrais la renvoyer. Et chaque fois qu'il se rendait, mais est-ce qu'elle est toujours là? J'étais venue faire un petit séjour en Belgique et il était question que je reste ici, mais finalement... Mon mari m'a dit non, tu rentres, il n'y a pas de danger. Et quand les villageois ont vu que j'étais là, effectivement, on a dit non, il faut qu'elle reparte. C'est pas la peine qu'elle reste ici, quoi. Pour les enfants, ça se passait comment? Ça n'a pas dû être facile, donc le pauvre. Surtout pour l'aîné. Lui, en fait, ça a été plutôt difficile parce que il avait très peur. Et quand on est arrivé ici en Belgique, c'est vrai que j'ai bien vu qu'il a subi quand même un traumatisme, étant donné qu'il n'osait plus évoluer seul. C'était son petit frère qui devait l'accompagner à la toilette, qui devait l'accompagner finalement
dormir ensemble. Il avait très peur de dormir seul. Et là, j'en ai parlé donc à la psychologue de l'école, qui finalement, elle a pu éclairer ces petits problèmes. Et par des dessins, à travers ces dessins, on a vu qu'effectivement, il a subi donc quelque part cette violence. Oh, comme ça, quand il a fait mes... Qu'est-ce que tu préfères, l'Algérie ou la Belgique? Toujours l'Algérie. Toujours l'Algérie. J'adore les deux. J'adore les deux. Parce que c'est aussi le pays de ma maman, la Belgique, et parce que j'ai des copains là. Et j'ai ma famille qui est là et en Algérie aussi. Alors j'aime bien les deux pays et j'ai aussi mes copains en Belgique et les copains en Algérie. Alors c'est pour ça que j'aime bien les deux. Et toi, Mehdi, pourquoi tu préfères l'Algérie? Parce que il y a le soleil, il y a la plage, et aussi il y a mon cousin, ma famille. Ici aussi il y a ma famille. Et j'aime bien beaucoup ma famille. Parce que je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps. Depuis que j'étais tout petit, je ne l'ai pas vu, le dinosaure. La regarde. Regarde comment ils croyaient les gens que c'était un comme ça, un iguanodon. Je la patte. Ça c'est grand par rapport à mon doigt. 1, 2, 3, 4, 5, de 30 cm. Il a 12 os de 30 cm. En 2 ans, 770 Algériens ont demandé l'asile politique en Belgique. 18 seulement ont été acceptés. Au Petit Château, d'autres enfants, mais pas d'Algériens. Les 19 Algériens, actuellement demandeurs d'asile au Petit Château, sont seuls. Et sans beaucoup d'espoir, une seule demande a été reconnue recevable. Ils sont aussi morts de peur. Si je parle des problèmes qui se passent en Algérie, pour moi c'est un risque. Je ne veux pas parler de ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que je ne veux pas être filmé. Moi par exemple, je ne connais pas tout le monde, qu'est-ce qu'ils font ici. Je ne connais pas, c'est-à-dire, celui-là c'est un ami, mais je ne connais pas, est-ce que c'est un citoyen algérien, c'est-à-dire simple, ou je ne sais pas, c'est un policier, je ne sais pas qui. C'est-à-dire, je ne connais pas tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas confiance, tu vois. Tout le monde se méfie de tout le monde, en fait. Oui, c'est ça, oui. Je ne veux pas parler de la politique. C'est ça. Ceux que vous craignez, vous, c'est plutôt les gens du pouvoir ou les islamistes? Il faut craindre les deux parce que le pays est en état de guerre. Alors, il faut craindre les deux. Parce que c'est une question de vie ou mort. C'est ça. Une question de vie ou de mort pour tout un peuple que la Belgique ne peut pas accueillir, même si elle sait qu'en Algérie, faire son service militaire peut valoir une condamnation à mort. Non, moi j'ai pas fait le service militaire parce que le pays est en état de guerre. Et l'Algérien tue l'Algérienne, que ce soit un terroriste ou je ne sais pas, c'est-à-dire un simple citoyen, n'importe qui. Ou peut-être c'est moi qui vais mourir là-bas et je ne veux pas, c'est-à-dire mourir pour rien du tout. Dans une guerre civile comme ça, je ne peux pas prendre les armes. Pour défendre le pays, mais oui, mais pour tuer les Algériens, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Je vais quitter le territoire. Mais vous serez toujours clandestin? Sans destin, oui. Clandestin? Ah, oui, clandestin, oui. Donc vous allez faire quoi? Vous allez attendre que ça se calme un peu là-bas et puis essayer d'y retourner? Oui, si ça se calme, moi je suis prêt de retourner chez moi parce que ici je n'ai rien. Ici, je ne vais pas rester comme ça. C'est une misère. Clandestin, je ne travaille pas, il n'y a rien, c'est-à-dire. Mais si le pays se calme, moi je suis prêt de revenir maintenant. Je n'ai rien à faire ici.
Abdelrahim Laoufi ne croyait pas non plus avoir quoi que ce soit à faire en Belgique. C'est par la force des choses qu'il se retrouve tous les matins sur les quais de la gare du Midi. Je voyais la situation perdurer, donc il n'y avait pas d'amélioration, il n'y a toujours pas d'amélioration. Et j'ai pris l'initiative de reprendre mes études parce que mes enfants se sont intégrés. Oui, donc maintenant vous voulez exercer votre métier d'ici? Maintenant, je veux exercer mon métier en fait, parce que l'avenir, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. À 42 ans, il a donc repris le chemin des amphithéâtres et des exercices pratiques. Pas évident, bien sûr, de se retrouver étudiant après 13 ans de pratique professionnelle. Mais, dit-il, l'ambiance est bonne à l'université. Ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est l'incident... Le cas d'Abdelrahim n'est sûrement pas le plus dramatique. Il a des papiers, un statut, une famille. Mais il a aussi beaucoup de nostalgie et énormément de culpabilité d'être ici, alors que l'autre partie de sa famille est toujours soumise à la terreur quotidienne. Là, c'est les enfants. Je leur avais acheté un cheval. Et ils aimaient bien venir là, c'est en plein hiver. Ils étaient tout gais, ils étaient tout heureux d'être là. Ils venaient tout le temps d'ailleurs. Ils adoraient venir là, passer quelques temps. Pour moi, je crois que c'est la plus belle époque de ma vie. Maintenant, j'ai mon frère jumeau. Mais mon vrai jumeau, en fait. Ça fait bientôt 3 ans que je ne l'ai pas vu. Il me manque beaucoup, en fait. Lui n'est pas parti, il n'est pas jugé utile de partir. Lui ne sait pas partir, ne peut pas partir. Parce que c'est pas évident de partir aussi. L'Algérie pose un problème particulier au droit international en matière d'asile politique. Quand toute une population est menacée de mort, les règles habituelles ne s'appliquent plus. Des projets sont à l'étude pour accorder aux Algériens, comme en son temps aux Bosniaques, un statut de protection temporaire. En attendant, clandestins ou non, ils sont des centaines à ne pas savoir ce que leur réserve l'avenir. C'est l'histoire de citoyens algériens terrorisés. Ils sont une vingtaine par mois à chercher refuge en Belgique. Parce qu'en Algérie, il suffit de faire son service militaire pour être condamné à mort. Non, moi j'ai pas fait le service militaire parce que le pays est en état de guerre. Et l'Algérien tue l'Algérien, que ce soit un terroriste ou je ne sais pas, c'est-à-dire un simple citoyen, n'importe qui. Peut-être c'est moi qui va mourir là-bas et je ne veux pas, c'est-à-dire mourir pour rien du tout. C'est l'histoire de jeunes policiers engagés par idéal dans les forces de l'ordre et qui se sont retrouvés dans des opérations de commando. Bon, parmi ces morts, des fois, une fois j'ai reconnu 2 qui me disaient bonjour et je connais bien les gens qui ont étudié avec moi
Ça doit faire une drôle d'impression. Oui. Et eux, ils savaient que j'étais policier, mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient des terroristes. C'est l'histoire de dizaines d'Algériens qui se retrouvent aujourd'hui demandeurs d'asile en Belgique ou qui ont simplement vécu des choses qui ne leur permettaient pas de rester dans leur pays. Vous connaissez des gens qui pendant 7 ans vous paraissent normaux, c'est de simples paysans, et puis du jour au lendemain vous apprenez qu'on les a abattus. Pourquoi ? d'observer la Constitution. Finale, perseveranza. Огромное спасибо. Je prends juste des nouvelles. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes bien? Et pour me tranquilliser, ils me disent oui, oui. Puis, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et c'est ça qui me désole le plus, c'est que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-bas, en fait. J'arrive pas à comprendre. Cet homme, perdu dans la foule de la gare de Midi, n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres. Algérien, vétérinaire, il a exercé son métier pendant 13 ans dans son pays. Aujourd'hui, il est en Belgique et il va tous les jours à l'université de Liège pour refaire 3 années d'études. Son diplôme algérien, en effet, n'est pas reconnu ici. Il est marié à une Belge et il a 2 enfants, 2 garçons de 7 et 8 ans. Une petite famille apparemment... T'inquiète pas, ça va. C'est un mauvais moment à passer, c'est un mauvais moment à passer, mais en fait, ça fait maintenant plus de 5 ans que le mauvais moment est là et que ça dure, quoi. Juste en me levant aujourd'hui, j'ai jeté un coup d'œil à la télé et je m'aperçois qu'il y a eu 20 personnes de tuées encore dimanche. On découvre un charnier d'une trentaine de personnes dans un puits. Banale, apparemment heureuse. Pourtant, l'histoire de cette famille a basculé il y a 5 ans. Abdelrahim Laoufi n'était pourtant militant d'aucune cause. Cela ne l'a pas empêché un jour de décider de tout quitter pour venir en Belgique. La vie en Algérie était devenue impossible pour sa famille. Ça va bien, Annie? Ça va. La santé? Oh, ça va très bien maintenant. Enlève ta serviette. Voilà, tes doigts. Dites-moi vos enfants.